Bonjour à tous les mélomanes. Lettre mélomane 2023-03. Nous commençons par une vieille connaissance, Théodore Dubois, dont nous avons critiqué antérieurement plusieurs œuvres. Or, notamment, deux excellents concertos pour piano de style romantique tardif, c'est-à-dire l'apogée, et plusieurs symphonies nettement moins inspirées à notre avis. Alors nous allons aujourd'hui nous intéresser à la symphonie numéro 3, datant de 1923. Alors c'est une bonne symphonie dans l'ensemble, si l'on considère les trois derniers mouvements, toutefois. Alors un style symphonique décalé par rapport à son époque, légèrement en retard tout de même, et qui se réfère au standard romantique sans particularité remarquable. Notamment, aucune trace de l'impressionnisme ne s'y retrouve. On est tout de même en 1923. Concernant la couleur instrumentale, eh bien, il y a une certaine couleur instrumentale, mais limitée tout de même. Il y a plutôt des effets de puissance, notamment dans le dernier mouvement, et qui est un mouvement incontestablement lyrique de ce point de vue, notamment par la saturation obtenue grâce au cuivre, corps et trompette. Alors ce mouvement est certainement le meilleur, toutefois un peu limité thématiquement, et l'ensemble de la symphonie se trouve malheureusement déprécié par un premier mouvement qui m'a paru très approximatif sur tous les points de vue, une thématique incertaine, des superpositions instrumentales gratuites, des dissonances désagréables même, qui détruisent le rythme. Alors les dissonances désagréables, il ne faut pas croire que c'est une caractéristique pure du modernisme, on peut en trouver à toutes époques. Nous continuons avec Ludwig Holm. C'est une première œuvre de ce compositeur que nous considérons sur critiquemusicale.com. Il s'agit du concerto pour violon en G major 1916, un concerto disparate qui manifeste des tendances contradictoires. Les épisodes orchestraux des trois mouvements apparaissent d'un intérêt affirmé par la complexité de l'orchestration, ceci dans un style pseudo-impressionniste. Et surtout, c'est la longue ouverture symphonique du premier mouvement qui apparaît sublime, très subtile notamment par ses effets pianissimo. En revanche, la partie violonistique apparaît beaucoup plus contestable. Elle n'impose quasiment aucun thème principal et de ce fait, elle se perd notamment dans le premier mouvement et surtout en seconde partie dans une succession de très rapides dans l'extrême aigu dont on ne discerne pas le sens musical. En revanche, dans le troisième mouvement, eh bien, nous trouvons l'orchestre et le soliste qui se révèlent magnifiques, ceci dans un rythme trépidant, des traits violonistiques qui sont fulgurants, souvent en mode staccato, et il y a une dimension lyrique qui emprunte ce mouvement de manière très appuyée. On remarquera le recours au tympani. Alors ce mouvement qui est très réussi contraste avec le deuxième qui n'est pas très clair et qui apparaît assez vide de substance musicale. Nous abordons maintenant un compositeur déjà critiqué plusieurs fois sur notre site. Il s'agit d'Hippolito Ivanov. Alors on retiendra parmi ses œuvres ses esquisses caucasiennes, la suite numéro 1, qui est très rhapsodique, et nous allons voir maintenant ce qu'il en est de sa symphonie numéro 1, opus 46, datant de 1908. Alors c'est une très bonne symphonie qui se caractérise par une thématique très solide, des thèmes qui sont marquants et très peu d'intermèdes qui seraient susceptibles de diminuer l'intérêt de la thématique. Alors le premier mouvement notamment présente un thème d'introduction lent et deux thèmes principaux qui se succèdent avant la reprise du thème d'introduction.
Or, Ippolitov-Ivanov possède l'art de réactiver une réexposition de thème par un ostinato rythmique en accompagnement. Il tire ainsi tout le bénéfice de sa thématique déjà très riche. Les thèmes lents sont très bien réussis, notamment entre l'exposition initiale du scherzo et sa reprise en fin de mouvement pour ce qui concerne le deuxième mouvement. Sur l'ensemble, l'instrumentation utilise beaucoup les bois, la clarinette, le basson, notamment dans le troisième mouvement. Alors il faut ajouter à la séduction de cette symphonie une marque rhapsodique russe très sensible. On retiendra au final la richesse thématique très grande de cette symphonie. Katin Rudolf 1895-1955, c'est un nouveau compositeur sur criticmusical.com. Nous abordons ici un concerto pour piano et orchestre datant de 1934. Alors c'est une œuvre très disparate où l'excellent voisine avec l'outrance. Il faut signaler la puissante originalité de la thématique provocante au sens positif du terme, souvent, mais tout de même pas toujours. On peut déplorer des superpositions instrumentales cacophoniques. Alors de ce point de vue, le dernier mouvement, très riche thématiquement, évite cette critique en affirmant des effets instrumentaux et aussi des effets de virtuosité particulièrement étonnants. Le troisième mouvement, c'est un lento con variazioni relativement classique. C'est une réussite relative dans un style très sage qui est à rebours des autres mouvements. Or, le premier mouvement impose un bon thème dans la première partie, mais malheureusement, la partie solistique, dès la deuxième partie, ne m'apparaît plus à la hauteur. Or, le deuxième mouvement se caractérise par un thème à la clarinette basse qui vaut la peine d'être signalé et qui est absolument étonnant. Nous terminons par l'œuvre revisitée. Il s'agit d'Ainsi parlait Zarathustra, opus 30 de Richard Strauss, 1864-1949. Alors c'est une œuvre brillante, mais terriblement inégale, une inégalité finalement qui se retrouve dans l'ensemble des œuvres que j'ai pu écouter de ce compositeur qui malheureusement sont quasiment toutes décevantes. Revenons à Ainsi parlait Zarathustra. C'est une œuvre qui contient des pages d'un lyrisme très extériorisé et nulle œuvre symphonique ne peut traduire ce sentiment de pathétisme qui est aussi intense que l'introduction du premier mouvement, cette introduction qui est évidemment très connue et à juste titre. Alors malheureusement, après cette éblouissante démonstration, eh bien, le compositeur semble anesthésié. Il se réveille tout de même dans les septième et le huitième mouvement, le convalescent et le chant de la danse. Alors ces parties comportent des effets instrumentaux qui sont très originaux, qui mêlent des effets au cuivre et des soli au violon dans un contraste saisissant. Strauss exploite magnifiquement le registre extrême aigu avec le xylophone et le triangle, de même les glissandis très osés de cuivre et de cordes. Certains effets pourraient préfigurer Mahler, ce qui contraste avec le caractère très mélodique de certains motifs violonistiques. Alors cette instrumentation rutilante, légère, aérienne, pourrait nous évoquer des flots de lumière vibrantes, incisives. Et les thèmes qui sont développés au violon affirment une expressivité très communicative. Voilà, c'était Lettres mélomane 2023-03. Merci de m'avoir écouté.